Nelson Piquet. Ah, vous êtes là, vous? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Formule Moyen. Qui dit nouvel épisode dit nouveau décor. Et pour l'occasion, je me suis placé à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer pour vous parler d'un pilote vraiment exceptionnel. Vous savez, Claude Barzotti, il en a fait des chansons. Il a fait Je suis Rital et je le reste. C'est lui ça? Et il a fait Si tu savais Nelson Piquet. Est-ce que vous en connaissez, vous, des pilotes de Formule 1 qui ont été dans des chansons de Claude Barzotti, monsieur? Moi, personnellement, j'en connais qu'un seul et il s'appelle Nelson Piquet Sotomayor. Mais pourquoi parler de Piquet aujourd'hui? On parle quand même d'un pilote brésilien triple champion du monde. 1981, 1983, 1987, bien sûr. Mis à part son pilotage génial, Nelson Piquet était connu de tous pour être une véritable langue de vipère. J'ose le dire. Tant pis si je vais avoir des ennuis par la suite. Si vous étiez pilote de Formule 1 dans les années 80, la meilleure chose à faire, c'était d'avoir Nelson Piquet dans votre poche. Si par malheur il venait à être en colère contre vous, fin de parcours, terminé. Une chose est sûre, Piquet était aussi bon sur la piste qu'en dehors. Le Carioca ne manquait pas une seule occasion pour faire des déclarations fracassantes à l'encontre de ses coéquipiers, de ses adversaires, de ses directeurs d'équipe. Franchement, il n'en avait rien à foutre, le mec. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Nelson, atrás do que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Hã? Atrás da grana. Somente? É um esporte e no fim é um trabalho, pô. Errou bem, errou de novo. Errar acontece, mas se errar sempre você vai acabar perdendo emprego. Somebody having 200 Grand Prix, especially him. He's so relaxed. O que mais impressionou na Fórmula 1. Porque ele nunca fez nada, ainda está na Fórmula 1 e tem os melhores. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous compiler 4 victimes préférées de Nelson Piquet. Attention, âme sensible, s'abstenir, bien sûr. Alors, premièrement, j'avais envie de vous conter l'histoire d'amour et de haine un petit peu qui liait Nelson Piquet à Andrea de Cesaris. Andrea de Cesaris, pour bien sûr mes lecteurs fidèles que je salue au passage. C'est un petit peu le mythe de la Formule 1, de Formule Moyen aussi, la mascotte on peut le dire. C'est un pilote qui détient le record du nombre d'abandons en Formule 1, du nombre d'accidents. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1987, il y avait 16 courses sur la saison et Andrea de Cesaris a abandonné lors de ces 16 courses. Donc on parle ici d'un monstre de régularité. Et le fait que de Cesaris s'accidente assez régulièrement, eh ben, ça ne plaisait pas trop aux pilotes de son époque. Parmi les détracteurs de Cesaris ou ceux qui le craignaient un petit peu, eh ben, on trouve Nelson Piquet. On parle quand même d'un pilote qui disait qu'il n'avait pas peur de la mort en Formule 1. En revanche, il avait très peur de Cesaris étant donné son imprévisibilité sur la piste. Et dans les années 80, Piquet mène une interview avec des médias dont je tairai le nom bien sûr par souci de sécurité. Et il a déclaré ceci. Atrás sabe quem andou na frente a vida inteira, né? Atrás do seu momento. É o maior risco do mundo da largada. Puta, você tá do lado do De César, do lado do... Você não consegue nem enxergar pra frente, sabe? Então você, porra, você perde logo a... Sabe, você perde logo a vontade de correr. Après, de Cesaris, il a essuyé une pluie de critiques dans sa carrière et c'est pas la phrase de Piquet qui allait le déranger. En revanche, ce qui l'a dérangé très probablement, c'est son accrochage avec Piquet lors du Grand Prix de Monaco 1989. Nous sommes un petit peu dans le cœur de la course. De Cesaris peut viser le podium. Il arrive dans une épingle, Piquet est devant lui, sauf que Piquet est à un tour. C'est-à-dire que c'est un retardataire et de Cesaris va pour lui prendre un tour. Donc en toute logique, Piquet doit s'écarter pour laisser le plus rapide passer. Sauf qu'il ne le fait pas et les deux s'accrochent dans l'épingle. Course terminée pour de Cesaris. L'Italien est vraiment furieux. Il dégrafe son harnais directement et il va invectiver Piquet qui est juste à côté, qui au final a l'air de s'en foutre complètement. Et juste après la course, Piquet en rajoute une couche d'ailleurs, parce que lorsque les journalistes vont lui poser la question, Nelson, qu'est-ce qui s'est passé avec de Cesaris, qui est le fautif, tout ça, Piquet leur répond d'un ton tout à fait sarcastique. Notre amitié valait plus que les 4 points qu'il allait marquer. En troisième position, nous trouvons Eliseo
Salazar, un pilote chilien qui a sévi dans les années 80. Il faut le savoir, Salazar a débuté en Formule 1 grâce au soutien de Nelson Piquet. Le Brésilien avait pris Salazar un petit peu sous son aile, sous son épaule, et il l'avait amené en catégorie Red. Mais le drame intervient lors du Grand Prix d'Allemagne 1982. Piquet sur sa Brabham est en tête et il tombe sur un retardataire. Comme vous l'avez remarqué, il y a un espèce de petit parallèle qui se fait avec l'histoire précédente sur De Cesaris, sauf que cette fois-ci, Piquet est le plus rapide et Salazar est le retardataire. Piquet s'apprête à le doubler, sauf que Salazar foire complètement sa trajectoire et il embarque Piquet avec lui. Piquet explose de rage. Salazar a même pas le temps de lui dire « Je suis désolé, lo siento » bien sûr pour les hispanophones, je sais qu'ils sont très nombreux à me regarder. Et Piquet lui met une patate directement, puis une deuxième arrive, puis un coup de pied, puis peut-être un deuxième. Tout arrive un peu rapidement, on ne sait plus où donner la tête. Les commentateurs sont même éberlués de voir la scène, un combat de boxe improvisé entre deux pilotes. Bon, Salazar n'a pas vraiment rétorqué, hein. C'est plus Piquet qui balançait les coups. On peut comprendre l'énervement de Piquet d'aller gagner la course, et puis un retardataire te sort, évidemment, la moutarde montonnée, si vous me permettez l'expression. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Piquet et Salazar se sont accrochés à l'autre bout du circuit, un circuit paumé en forêt. Il y a au moins 3 km qui séparent le point d'impact avec les stands. Piquet était tellement énervé qu'il était prêt à rebrousser chemin à pied. Évidemment, un conducteur de camionnette le klaxonne, il lui fait signe de monter avec lui. Piquet ouvre la porte et il tombe sur qui? Je vous le donne en 1000. Salazar. Piquet était parti pour un round numéro 2. Il prend Salazar et il le vire du camion. Le chauffeur, qui ne comprend pas ce qui se passe, sort du camion pour séparer les deux hommes. Ni une ni deux, Piquet monte dans le camion, verrouille les portes, met la clé sur le contact et il laisse les deux hommes se démerder en pleine forêt. De retour au stand, Piquet a des mots assez choisis pour Salazar et il dit, je cite, « Salazar n'est pas un pilote, il ne l'a jamais été, c'est un chauffeur de taxi. » Quand j'y repense, les Brésiliens aiment bien dire aux autres que ce sont des chauffeurs de taxi. Parce qu'au final, Piquet a de nouveau utilisé cette expression, non pas pour Salazar, mais pour un compatriote, je parle d'Ayrton Senna. Ils ont beau avoir partagé le même étendard et le même hymne sur la plus haute marche du podium, Piquet et Senna, ils s'entendaient pas vraiment. Il faut resituer un petit peu les choses dans le contexte. Lorsque Ayrton Senna explose un petit peu à la face du monde à la fin des années 80, Piquet a 2 titres de champion du monde, il va sur son 3e. Donc Piquet est un petit peu sur sa fin de carrière, sa fin d'élan. Senna incarne un petit peu la jeunesse, le renouveau. Piquet vient de Rio de Janeiro, Senna vient de São Paulo. On parle ici de 2 grandes villes brésiliennes qui sont rivales, comme Nice et Marseille dans le sud de la France, ou un petit peu comme Nice et Montpellier, ou comme Nice et Monaco, ou comme Nice et Bastia, ou comme Nice et n'importe quelle autre ville de France. Bien sûr, je salue mes Niçois qui me regardent, bien évidemment, on est ensemble. D'un côté, il y a Piquet, le carioca, qui est très exubérant, qui aime faire la fête, qui aime jouer au tennis quand il ne pilote pas des voitures de Formule 1 et qui aime surtout s'exiler en Europe plutôt qu'au Brésil. Et de l'autre côté, il y a Senna le Police qui est plus timide, plus réservé, qui même lorsqu'il n'est pas au volant d'une Formule 1 sur les circuits, il va prendre un volant de kart, il va essayer de perfectionner son pilotage et qui, surtout dès qu'il a l'occasion, va rentrer au Brésil voir sa famille. Donc c'est un petit peu 2 personnalités différentes et ça divise vraiment l'opinion brésilienne. Au Brésil, le football, c'est une religion. Les rivalités entre clubs, il y en a des centaines, et l'une des plus importantes, elle concerne le club Carioca de Vasco da Gama contre le club pauliste des Corinthians. Piquet vient de Rio, il est donc un fervent supporter de Vasco. Et lorsqu'il est invité à rouler avec son ancienne Brabham sur le circuit pauliste d'Interlagos, Piquet saisit cette opportunité d'être en terre Corinthians pour dégainer un drapeau de Vasco et rouler avec lors de sa démonstration. Et Piquet, il sent que le vent tourne. Il sent que les gens soutiennent un petit peu plus Senna que lui. Et s'il ne peut pas le battre sur la piste, il va tout faire vraiment pour, dès qu'il a l'occasion, lâcher un petit tacle, pas piquer des verres sur Senna. Le premier choc entre les 2 hommes arrive lors du Grand Prix de Hongrie 1986. Senna sur sa Lotus est en tête, nous sommes dans les derniers tours de course, Piquet sur sa Williams est à ses trousses. Ça fait plusieurs tours que Piquet tente de trouver une ouverture, mais Senna à chaque fois bloque le passage. Et puis Piquet tente
Le tout pour le tout. L'attaque de la dernière chance, complètement désespéré au premier virage, il freine au dernier moment. Il freine tellement tard qu'il bloque ses 4 roues. Sa Williams part un petit peu dans un dérapage contrôlé à la manière de Fast and Furious, le 3e volet. Je parle bien sûr de Tokyo Drift. Piquet part en dérapage devant Senna. D'une main, il contrôle sa Williams et de l'autre, il envoie un petit message en direction de Senna, l'air de dire je t'ai bien eu. Sur son geste, sur son dépassement, Piquet avait cette phrase: j'ai freiné une trentaine de mètres plus tard, j'ai glissé sur les 4 roues et je lui ai fait un petit coucou. On parle bien sûr de son doigt. Et il rajoute: il a pu se le mettre là où je le pense. À partir de ce moment, Piquet ne va pas lâcher Senna du tout. Mais la situation va un petit peu dégénérer à la fin des années 80 lorsque Senna passe chez McLaren. Le Brésilien a pour la première fois une voiture capable de l'emmener vers le titre mondial. De son côté, Piquet, lui, a une voiture complètement pourrie. Le titre, ce ne sera pas pour lui, ce sera plus pour lui même, puisqu'il n'aura plus l'occasion de prétendre à la couronne mondiale. Et c'est à ce moment précis que Piquet va un petit peu être à l'origine d'une rumeur qui va coller à Senna pendant un certain temps. Piquet va laisser sous-entendre que Senna ne porte pas les femmes dans son cœur et préfère partager sa chambre à coucher avec des messieurs. E realmente botaram as palavras na minha boca, mas a história dele não gostar de mulher, isso aquilo, que ele passou 2 anos, praticamente andando com um amigo dele, tudo. Indiferente, mas tá com o cochicho no box era inteiro, não era meu cochicho. Alors vérité, mensonge, on ne sait pas bien évidemment. Mais Piquet basait son argumentaire sur un ami de Senna qui l'accompagnait sur les circuits pendant 1 à 2 saisons et qui était tout simplement chargé de porter son casque. Ce genre de rumeurs, les Brésiliens en ont raffolé, vraiment ça a fait les choux gras de la presse pendant un certain temps. D'un côté, Piquet a réussi son coup parce que Senna a été très atteint par cette rumeur, mais de l'autre, Piquet s'est mangé un procès au cul juste après. Donc est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? À vous de me dire. Enfin, on va terminer cette vidéo sur la cerise sur le gâteau, le numéro 1. Nous parlons bien sûr des meilleurs ennemis, Nelson Piquet contre Nigel Mansell. Les amoureux de la Formule 1 des années 80 connaissent plus que bien cette rivalité entre les deux pilotes. Pour ceux qui ne sont pas très au courant, laissez-moi vous expliquer tout simplement. Nous sommes au début de la saison 86. Piquet quitte Brabham, une équipe avec laquelle il a remporté 2 de ses 3 titres de champion du monde, et il arrive chez Williams. À ses côtés, nous avons un espoir anglais du nom de Nigel Mansell. Il est assez rapide, certes, mais il adore faire des bourdes. Vraiment, dès qu'il a une occasion, une petite cagade de derrière les fagots, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. O Mansell é idiota veloz, né? Piquet, lorsqu'il signe chez Williams, il s'attend tout naturellement à être le numéro 1 de l'équipe, tout double champion du monde qu'il est. Et Mansell, le mec rapide mais qui fait plein de fautes, il s'attend à ce que ce soit son porteur d'eau un petit peu, entre guillemets, et qui l'aide à remporter le titre face à la McLaren de Prost. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. Mansell se met à ne plus faire d'erreurs, il se met même à gagner des courses devant Piquet. Le Brésilien va voir Williams. Il leur dit qu'est-ce qui se passe? J'ai signé pour être le numéro 1 et Mansell qui me passe devant. Williams essaye un petit peu de calmer le jeu, ils veulent pas vraiment prendre de parti ni pour l'un ni pour l'autre, et ça Piquet vraiment, il ne le supporte pas. Et si Mansell se met de nouveau à le doubler sur la piste, le Britannique va en payer le prix fort. Piquet explique: je devais diviser cette équipe anglaise et ne pas partager les informations. Je devais créer un conflit physique. J'ai tout essayé, les trucs les plus puérils, les mauvais coups, tout ce qui peut rendre un homme fou. Mais ces gars-là ne se battent pas, ils sont bien trop polis. Mais de quel truc puéril Piquet parle-t-il? Alors il y a bien ce passage du Grand Prix du Mexique où Mansell avait chopé la Tourista et il était obligé de s'arrêter tous les 3 tours à son stand pour bien évidemment faire ce qu'il devait faire. Et Piquet s'était amusé à cacher le papier toilette dans le garage, ce qui avait bien évidemment rendu Mansell complètement fou. Mais sur la liste des trucs puérils, ce passage-là vraiment, c'est tout en bas. Figurez-vous que Mansell a une femme. Ah oui, ça peut arriver. Elle s'appelle Rosanne. Et Piquet n'a pas trouvé mieux que de s'en prendre à Madame Mansell pour déstabiliser Nigel. Le pire, c'est que ça a marché. Une des nombreuses déclarations vraiment la plus célèbre de Piquet, c'est celle-ci. Il a les 2 femmes les plus laides de la Formule 1. La première est sa femme, la deuxième est la statue d'elle qu'il a fait ériger dans son jardin. Et Piquet d'ailleurs en a rajouté une couche après sa carrière en Formule 1. Il a eu cette phrase véritablement dévastatrice sur Mansell. Primeiro,
Ele joga golfe, eu jogo tênis. Segundo, ele gosta de mulher feia, eu gosto de mulher bonita. Terceiro, eu ganhei 3 campeonatos do mundo, ele perdeu 3 já. Et au bout de 2 ans de cohabitation, c'est la rupture vraiment. Piquet est poussé vers la porte de sortie, mais il quitte Williams avec un titre de champion du monde. Son dauphin au championnat, Mansell bien évidemment. Et avant de claquer la porte de Williams, Piquet a le mot de la fin et il résume cette saison 87, cette victoire sur Mansell comme le triomphe de l'intelligence sur la bêtise. Ça me fait un petit peu le cœur de le dire, mais Mansell n'en avait pas vraiment fini avec Piquet, puisqu'en 91, lors du Grand Prix du Canada, le Britannique était parti pour remporter la course. Vraiment, il avait une avance colossale sur ses adversaires. Arrive le dernier tour, Mansell en profite pour en faire son tour d'honneur. Dès qu'il peut, il lève un bras du cockpit et il va saluer la foule en délire vraiment, qui scande le nom Nigel. Non, j'en rajoute un petit peu, mais vous avez compris. Puis Mansell arrive dans une épingle, donc un virage très serré. Il lève de nouveau le bras pour saluer tout le monde, sauf que en levant le bras, il n'y a aucun bras qui change la vitesse. Donc il arrive en 6e vitesse dans un virage qui doit se négocier en première. Ça, bien sûr, le moteur, il apprécie pas du tout. Mansell cale à 500 mètres à peu près de la ligne d'arrivée, et redémarrer un moteur de Formule 1, c'est autre chose que démarrer sa Clio. Ça, c'est rien de le dire. Donc Mansell est coincé, il ne peut plus avancer, il perd la course comme un con au final. Oui, j'ose le dire, Mansell, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait, Nigel? Et qui était deuxième à ce moment-là? Je vous le donne en 1000, Nelson Piquet. Il va voir Mansell sur le côté, il jubile, il le double et il va remporter ce Grand Prix du Canada sur le podium. Vraiment, il a la banane comme pas possible. Et dans la conférence post-course, lorsque les journalistes demandent: vous n'avez pas un peu de peine quand même pour Mansell, miskin? Piquet leur dit tout simplement: voir Mansell arrêter sur le bas-côté, c'était trop bon, j'ai presque eu un orgasme. Et j'en profite pour passer un dernier bonjour aux amoureux du verbe et de la belle langue. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, un petit peu spéciale, qui sort du cadre de Formule Moyen. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit like, ça fait toujours plaisir. Alors je vais pas rentrer dans les détails, dans les spoilers, mais il y a une vidéo que je considère comme étant chouette, qui risque d'arriver dans pas très longtemps. Donc pour ne pas rater ça, vraiment, c'est très important, abonnez-vous. Si le cœur vous en dit, activez la cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est postée. On se dit à la prochaine. Salut. Si tu savais Nelson Piquet, ce que je t'en veux d'avoir